Bonjour à tous et bonsoir. Merci infiniment d'être là sur la page lecture.tn, lire pour grandir avec vous, Fares Bensuila en direct de Tunis. Il est presque 21 heures pile à Tunis, il est 15 heures à New York. Aujourd'hui, c'est historique pour tous les lecteurs tunisiens du Maghreb, de l'Afrique, parce qu'on a avec nous l'auteur, l'écrivain le plus lu dans le monde, dans la langue française, l'auteur francophone français le plus lu au monde, Marc Lévy. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur de vous avoir. Merci d'avoir accepté mon book talk. Bonjour, merci à vous. C'est très sympa. C'est très sympa de votre part. On va voyager ensemble pendant 1 heure. On est en direct de New York. Et ça, c'est historique parce qu'il y a plein de personnes qui sont connectées avec nous sur la page Facebook. N'hésitez pas de poser vos questions. Moi, je vais les transmettre à Marc Lévy. Et je vous propose qu'on commence notre voyage, Marc Lévy, avec un petit texte. Un texte important parce que tout simplement, il y a des fans, il y a des lecteurs, mais il y a des auteurs qui vous suivent. Et j'ai un ami qui est auteur tunisien, il s'appelle Semim Kadem. Il vous a rencontré à Saint-Maur-en-Poche l'année dernière. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a proposé un texte que je vais partager avec vous. Je souhaiterais bien avoir votre feedback. Le texte dit: où es-tu, cher lecteur? Ne ratez pas le rendez-vous. Mes amis, mes amours, connectez-vous. Ça sera le premier jour, voire même la première nuit, que Marc Lévy vous racontera toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Vous allez savourer cette rencontre jusqu'à voir l'horizon à l'envers. Vous verrez, ce sera une autre idée du bonheur. Lectrice et lecteur, pour elle et lui, ce sera une sensation unique d'assister à ce live, un sentiment plus fort que la peur. Soyez nombreux, vous tous, jusqu'à la dernière des Stanfield. Eh bien, et si c'était à refaire, l'auteur n'hésitera pas certainement à vous revoir la prochaine fois. On se souviendra de cela et on se dira: c'est arrivé la nuit. Marc Lévy à la rencontre de ses lecteurs tunisiens. Et si c'était vrai? Eh bien, c'est vrai. Merci infiniment d'être là. Merci à vous, merci, je suis très touché, c'est très joli. Ouais, Merci beaucoup. Comme quoi, Marc Lévy, les textes font les romans et les romans font les textes aussi. Donc, c'est ça la magie de la littérature. Ce soir, comme j'ai dit, c'est historique. On va faire un flashback 20 ans en arrière. En 2000, c'était, et si c'était vrai, en 2020, c'est arrivé la nuit. Un parcours extraordinaire. On va commencer petit à petit parce qu'un jour, vous avez eu l'idée de partir dans une aventure d'écriture, d'écrire un roman. Et si c'était vrai, et c'était un succès phénoménal, et Spielberg se lance dans l'aventure pour un film. Faisons un flashback. Pourquoi vous avez écrit ce roman? Je ne savais pas que j'étais en train d'écrire un roman au moment où je l'ai écrit, pour tout vous dire. J'étais à l'époque un papa célibataire et je m'occupais beaucoup de mon fils. Et donc, j'avais pris, comme beaucoup de parents, l'habitude, pour l'endormir, de lui raconter une histoire. Mais j'avais eu la bonne ou la mauvaise idée que ce soit une histoire à épisodes qui se suivent. Et donc, très souvent, mon fils me reprenait parce que j'avais pas repris exactement là où on en était resté la veille, ou parce qu'il y avait une répétition, parce que je me trompais, bref. Et donc, pour éviter ces reproches, j'avais pris pour habitude, dès qu'il était couché, d'aller dans mon bureau et je lui écrivais l'épisode du lendemain, que j'apprenais par cœur dans mon lit, comme ça, je lui contais au lieu de lui lire. Et puis, il a eu un moment 9 ans et il m'a fait comprendre que la télévision était plus intéressante que les histoires de son père. Bon, ça donne tact. Ouais. Mais je me suis rendu compte assez vite que je tournais un peu le soir en rond et que ce moment que je passais dans mon bureau à lui écrire tous les soirs me manquait beaucoup. Et donc, à défaut de pouvoir écrire à l'enfant qu'il était, j'ai eu l'idée d'écrire à l'homme qu'il allait devenir un jour. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire ce roman, sans avoir du tout l'idée que j'étais en train d'écrire un roman, d'une part. Mais je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était de me dire, je lui donnerai le manuscrit quand il aura exactement le même âge
que celui que j'avais au moment où j'étais en train de l'écrire. Et je me disais, tiens, pendant le temps d'une lecture, on aura le même âge tous les deux et on sera les meilleurs copains du monde. Et c'est comme ça que c'est né. Après, ça a été un extraordinaire concours de chance et de circonstances qui ont fait que ce texte est devenu un roman, que ce roman a rencontré Steven Spielberg et que ensuite ça a été le début de ma carrière d'écrivain. Vous dites chance, donc vous y croyez? À la chance? Oui. Oui, bien sûr. Je crois Donc, beaucoup à la chance. Enfin, appelez ça la chance, le hasard, le destin, la malchance. Je crois qu'il y a des événements de la vie qui nous dépassent, mais que il nous revient après, comment je veux dire, de prendre possession de ces moments de la vie. Je ne crois pas que notre destin soit écrit. Sinon, à quoi servirait d'aller à l'école et de travailler? Mais je crois que la chance, le hasard, le destin, c'est une série de possibles que la vie nous offre. Et après, il y a tout le travail derrière pour les rendre, oui, pour les acter, pour en faire quelque chose. Mais oui, je crois. Enfin, moi, je sais que j'ai eu de la chance. Je ne pense pas que ça soit une seconde, vous voyez, mon talent qui a fait que tout à coup, Spielberg s'est réveillé un matin en se disant, tiens, je vais prendre l'histoire de Lévy et je vais en faire un film. C'est un concours de circonstances. J'ai eu la chance d'avoir, je dirais, la bonne histoire au bon moment, au bon endroit. Et peut-être qu'à un autre moment, il serait passé complètement à côté, vous voyez, comme c'est arrivé à beaucoup de gens. Donc oui, je crois que c'est énormément une question de chance. Oui, de toute façon, c'est un très très beau texte, hein. C'est le premier Lévy que j'ai lu. Et si c'était vrai, et je me suis posé la question à cette époque-là, mais comment il a pu écrire une telle histoire? Bon, on a compris un petit peu les circonstances, mais écrire un texte, une histoire, une intrigue de ce genre, et après revenir après 5 ans pour faire un tome 2, hein, vous revoir, c'était vraiment un texte extraordinaire. Pour moi, c'est un très très beau livre. Et comment c'est arrivé entre les mains de Spielberg? C'est là que, comment vous dire, la chance joue beaucoup. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer très vite une femme qui s'appelle Susanna Lea. À l'époque, elle travaillait elle dirigeait le département des droits étrangers de la maison d'édition qui avait décidé de publier mon roman. Et elle a pris la décision d'emmener le manuscrit à la foire de Francfort. La foire de Francfort, c'est un salon du livre, comme il y en a beaucoup, mais seulement c'est un salon du livre professionnel, c'est-à-dire que ce sont surtout les éditeurs qui se rendent à cette foire pour s'acheter et se vendre les textes. C'est ce qui permet notamment que des romans soient traduits et vendus dans des langues différentes de la langue dans laquelle ils ont été écrits. Et donc, Susanna a emmené mon manuscrit à la foire de Francfort. Et à cette époque, le monde du cinéma envoyait dans ces foires professionnelles ce qu'on appelle des scouts, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui étaient là pour aller de table d'éditeur en table d'éditeur pour se faire raconter les histoires, pitcher les histoires et voir le potentiel qu'il y avait en adaptation. Et moi, j'ai eu la chance que Susanna ait un talent extraordinaire. Et donc, elle a proposé mon manuscrit à un scout. Et puis, il y a eu, quand je vous dis que la chance joue beaucoup, c'était c'était la bonne histoire au bon moment. C'était une époque où les gens du cinéma cherchaient une comédie romantique qui sorte un peu des sentiers battus et qui soit un peu originale. Et donc, l'idée de cette femme qui est dans le placard d'une salle de bain et que seul un homme peut voir, ça a attiré 1, 2, 3. Et après, j'ai eu encore de la chance parce que c'est un milieu où le désir des uns suscite l'appétit des autres, comme dans beaucoup. Et donc, à partir du moment où il y avait, je crois que il travaillait pour la Paramount, le scout de la Paramount. Alors, j'ai aussi beaucoup de chance parce que ce scout de la Paramount a commis une indiscrétion le soir dans un bar en disant « Ah, j'ai trouvé une histoire formidable, machin ». Du coup, ça a suscité des intérêts, des appétits, des rivalités. Et puis, c'est arrivé jusqu'à la DreamWorks. Et là,
encore un jeu de la chance. Il y a une femme à la DreamWorks qui s'appelait Gray Rembert qui avait pour travail, pas mal d'ailleurs comme job, puisque tous les lundis matins, elle rentrait dans le bureau de Spielberg pour lui raconter les résumés des histoires qu'elle estimait pouvoir être intéressantes. Et elle est arrivée dans ce bureau le lundi matin en face de Spielberg. Elle lui a raconté le début de mon histoire et Spielberg lui a dit « je la veux ». Et donc, quelques jours après, il me téléphonait. C'est invraisemblable, hein, recevoir un coup de téléphone de Spielberg. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ouais. C'est assez invraisemblable, je dois vous le dire. Ça me semble toujours… Heureusement, on a enregistré la conversation. et de temps en temps, quand j'ai des doutes, vous voyez, sur l'avenir… Après 20 ans quand même. Hein. Ouais, mais il y en a toujours beaucoup. Et alors, quand j'ai des doutes comme ça, je réécoute les paroles réconfortantes de Spielberg, ça me donne du cœur à l'ouvrage. Ouais. Il m'a dit des choses très gentilles et extrêmement généreuses et il m'a expliqué pourquoi il voulait que ce soit lui qui adapte le roman et tout ce qu'il voulait faire avec. Enfin bon, c'était une conversation. Heureusement que je l'ai enregistré parce que je peux dire que sur le moment, je crois que j'étais dans une espèce de brouillard. Ouais. D'ailleurs, après cette rencontre téléphonique, quand je suis rentré chez moi, j'y croyais tellement pas que avant de m'endormir, j'ai mis mon réveil à l'envers. Ouais. Et je me suis dit, demain matin, si quand je me réveille, il est à l'endroit, je saurais tout de suite que j'ai rêvé. D'accord. Et il était à l'envers. Il était à l'envers. Ouais. Donc c'était vrai. Je peux vous dire que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu très peur d'ouvrir les yeux. Et j'imagine. Et si c'était vrai en film. Qu'est-ce que vous en pensez du film, de l'adaptation cinématographique de votre roman? Vous en êtes content, malgré le fait que Spielberg, c'est un grand nom, hein? Vous savez, comment vous dire, quand vous êtes dans une salle de cinéma et que sur un écran de 300 mètres carrés, vous voyez le logo de la DreamWorks et que le panneau d'après, c'est le titre de votre premier roman, si vous n'êtes pas content là, vous ne serez jamais content. Hein. Oui. Après, vous avez contribué à écrire le scénario. Très honnêtement, il aurait filmé un type sur un tabouret en train de lire l'annuaire, j'aurais quand même été très content. Oui, mais c'est un coup de pouce extraordinaire de toute façon. Réussir son premier roman et adaptation cinématographique avec un grand cinéaste comme Spielberg, c'est pas rien. Ce roman-là, avant de clôturer là-dessus, a demandé quelque part en vous une suite. C'est pour ça qu'il y a eu Vous revoir, qui est arrivé 5 ans après. Hein. Non. La suite, on me l'avait beaucoup demandé, mais je ne la faisais pas parce que d'abord, je ne voulais pas faire une suite pour faire une suite, vous voyez. Si j'avais voulu faire une suite, entre guillemets, à des fins commerciales, ça aurait été mon deuxième roman. Oui. Mais c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la vraie question, c'est c'est le chemin d'écriture. C'est très important quand on prend la plume, ou d'ailleurs quand on prend n'importe quel, quand on choisit un moyen d'expression autre que la parole, c'est important de comprendre finalement qu'on va faire son chemin et que tout autant que la destination, c'est le voyage qui compte. Oui. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Vous voyez, au début de ma carrière d'écrivain, quand je montais sur scène, il m'arrivait d'être à la limite de m'évanouir tellement j'avais le trac. C'est de l'introversion pour vous? Non, c'est de la pudeur. De la pudeur? C'est une grande pudeur qui est liée à sa nature et puis aussi à son éducation. Vous voyez, j'étais dans une famille où on nous apprenait plutôt à écouter qu'à parler, vous voyez. Et donc, il y avait une énorme pudeur. Et d'ailleurs, c'était une pudeur, c'est même une pudeur qui m'a causé bien des problèmes dans ma vie de jeune homme. Vous voyez, si j'allais dans une boîte de nuit ou dans un restaurant ou dans un bar et que je voyais une jeune femme, vous voyez, assise au comptoir qui me plaisait, il me fallait à peu près 6 mois pour traverser la salle. Le temps que la soirée se termine déjà.
Donc, vous pensez bien qu'entre-temps, il y avait un autre type qui était passé par là. Elle était déjà mariée quand j'arrive à lui parler. Ouais. Donc, mais j'ai toujours été comme ça, extrêmement pudique. Et l'écriture, ce que j'ai découvert surtout avec l'écriture de mon premier roman, mais d'ailleurs on y reviendra parce que c'est aussi d'ailleurs à cause de ça que j'ai quitté tout de suite mon cabinet d'architecture dès sa publication. Oui. Ce que j'ai découvert avec l'écriture, c'est un chemin de liberté qui était extraordinaire. C'est-à-dire que tout à coup, j'arrivais à poser sur le papier ce que j'étais incapable de dire à voix haute. Donc, dès que cette liberté m'a été offerte, vous pensez bien que j'allais pas prendre le risque de l'enfermer dans un genre, vous voyez, c'était pas possible. J'aurais jamais fait une chose pareille. C'est pour ça que le deuxième roman n'avait rien à voir avec le premier, ni le troisième, ni le quatrième. Oui, certainement. Au cinquième roman, j'ai eu envie de renouer avec les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas écrit le roman pour écrire une suite, j'ai écrit le roman parce que finalement, Arthur, Lorraine et Paul me manquaient. J'avais envie de repasser un moment avec eux. Et je comprends parfaitement, hein, les auteurs, ils vivent avec leurs personnages. C'était un risque quand même, hein, de mettre une carrière d'architecte de côté, de partir vivre une aventure d'écrivain. C'était le succès du livre qui vous a confirmé, validé cette décision, ou la décision a été prise, je suis fait pour être auteur, je le ferai, je déménage à New York et je pars dans l'aventure. Non, c'était rien de ça. En fait, dans mon premier roman, donc que je destinais à mon fils, ce que j'avais essayé de lui raconter, et c'est pour ça que je voulais lui donner au même âge, c'était, en fait, ce que je voulais lui dire, c'est en fait, n'aie pas peur de l'échec. Hein. La seule chose que tu dois craindre, c'est de ne pas avoir le courage d'entreprendre. D'accord. Il y a cette phrase, vous savez, qui dit « va au bout de tes rêves », mais c'est une phrase telle quelle, qui est pourquoi pas, mais la question c'est comment. Et ce comment, il est par une prise de risque. Hein. Vous savez, il y a une vieille histoire, une vieille histoire juive que j'aime beaucoup de Moïse qui se plaint parce qu'il n'a jamais gagné à la loterie de sa vie. Et quand il va le vendredi à la prière, il regarde et il se plaint, il dit « Mais Dieu, j'ai 70 ans, jamais j'ai gagné à la loterie. Ouais. » Et tout à coup, il y a une lumière céleste qui arrive et qui lui dit « Moïse, achète au moins une fois un billet. » Oui, fais un effort, quoi. Fais un pas et le ciel Voilà. t'aidera. Et donc, il y a ça, si vous voulez, qui est important. C'est que dans ce livre, j'ai essayé de dire à mon fils, toute la société qui t'entoure essaiera de te faire peur de l'échec. Or, on tombe, on se relève. On apprend de ses échecs. D'ailleurs, souvent beaucoup plus que de ses succès. Mais ce qu'il faut, c'est avoir le courage d'essayer. C'est-à-dire que pour faire un voyage, il faut avoir le courage de partir. Oui. Et de sortir de sa zone de confort. Certainement. Donc si vous voulez, ça c'est ce que j'essaye de lui raconter dans le livre. Et là-dessus, mon manuscrit est publié et il est acheté par Spielberg. Qu'est-ce que j'avais comme choix, pour être honnête, vis-à-vis de mon fils, sinon de prendre le risque de tout plaquer pour continuer. Sinon, il m'aurait dit 20 ans plus tard, mais qu'est-ce que tu en as fait, toi, de ton rêve? Oui. Mais ça fait rêver, un livre qui réussit. Après, vous n'avez pas eu cette peur de l'échec parce que démarrer un succès avec le premier livre, qu'est-ce que je vais écrire après? Mais encore une fois, en fait, j'ai toujours eu plus peur de ne pas essayer vous voyez, que d'échouer. Et mais ça, toujours enfin, toute ma vie, j'ai toujours eu cette peur de ne pas essayer, de ne pas avoir le courage d'essayer. D'ailleurs, il y a des choses dans la vie que je n'ai pas essayé par peur. Vous voyez, j'ai jamais essayé de sauter en parachute parce que j'ai le vertige. Et vous voyez, bon, et il y a des tas d'aventures dans la vie que je n'ai pas essayé par peur. Et puis il y en a d'autres où j'ai réussi à combattre la peur et à les essayer. Ça ne veut pas dire que je les ai toutes réussies, hein, loin s'en faut. Il y en a, vous voyez, où je me suis, voilà, où j'ai échoué.
Mais quand on a essayé, vous voyez, j'ai toujours, quand on parle de l'échec, moi, je n'ai jamais eu peur de dire que je m'étais trompé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je me suis toujours trompé honnêtement. Ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que j'ai essayé de faire, je l'ai fait en artisan, c'est-à-dire avec de la sincérité. Donc, ça me permet de dire, quand je me suis trompé, je me suis sincèrement trompé. Je ne me suis jamais trompé, vous voyez, par malhonnêteté, par calcul, par… je me suis trompé sincèrement, quoi, parce que je me suis trompé. Mais dans ma démarche, j'étais sincère. J'étais en phase. Vous voyez, je pouvais me retourner sur mes erreurs, les constater, constater que j'avais eu tort, que je m'étais gouré, que j'avais raté ça. Mais en même temps, ce qui était important pour moi, c'était l'honnêteté dans la démarche ou dans le travail. Vous voyez, un livre, c'est jamais parfait, c'est jamais accompli. Et quand je repense à mes premiers romans, je vois toutes les erreurs, je vois toutes les erreurs que j'ai comme d'écriture que j'ai pu commettre dans ces romans. Mais au moment où je les écrivais, je faisais de mon mieux. Ouais. Après, il faut comprendre que l'écriture, c'est comme beaucoup d'autres choses. On apprend la musique en jouant. Vous voyez, on apprend la peinture en peignant. Et on apprend à écrire en écrivant. Certainement. Avant de partir dans votre monde intime d'auteur, parce que là, je vois que vous êtes dans votre bureau à New York. C'est là que vous écrivez? Bah oui. Donc, vous n'êtes pas un auteur de terrasse ni de café, vous écrivez uniquement dans votre bureau. Ah oui, oui, ça, je vous parlais de la pudeur tout à l'heure. Moi, si j'écrivais à la terrasse de café, j'aurais l'impression d'être un chanteur qui fait ses vocalises à la terrasse d'un café. Donc, non, non, oui, oui, c'est là que j'écris là. Vous êtes vraiment… c'est sur cette… Enfin là, vous voyez pas vous voyez derrière, mais vous voyez pas ma table d'écriture. Mais là, c'est vraiment ma table d'écriture. Ouais, un petit détail, bon, c'est quel étage? Là, ici, Ouais. c'est au 4e étage. Ah, au quatrième, hein, donc c'est pas très très haut déjà. Le fait de déménager de la France et de vivre aux États-Unis, un Français aux États-Unis, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez déménagé là-bas? C'est un décor plus inspirant, c'est le décor qui vous motive à écrire mieux. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie pour déménager là-bas? Encore une fois, c'est pas la destination, c'est le voyage. Mhm. J'ai commencé à voyager très jeune et à vivre à l'étranger très jeune. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de vivre en étranger. Alors pourquoi? Parce que j'ai été très jeune, grâce à la littérature, fasciné par la diversité du monde. Et cette diversité, elle m'a passionné tout de suite. Mais, comment vous dire, c'est… Comment vous dire, le voyage, quelque part, c'est une forme de… C'est une façon de se débarrasser d'une certaine forme d'individualisme. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est assez difficile quand vous partez de faire comprendre à votre famille, à vos proches, la raison de votre voyage. Parce qu'évidemment, il faut du temps à votre famille pour comprendre que si vous partez, ça n'est pas parce que vous voulez trouver mieux ailleurs, ça n'est pas parce qu'elle ne vous suffit pas. D'abord, il faut que la famille réussisse à comprendre que il faut beaucoup d'humilité dans la vie pour comprendre que la vie de ceux que vous aimez n'est pas votre vie, mais la leur. Ouais. C'est pas facile, vous voyez. J'imagine. Mais Je comment pense vous que dire? je pense que ma question a remué quelques souvenirs ou quelques émotions Non, parce que non, vous êtes oui, ému oui, bien là. sûr. Hmm. Bah, parce que, comment vous dire, bien sûr, ça a été, enfin, c'est comme si vous demandez à un marin, vous voyez, qui arrive dans la force de l'âge et non plus dans l'âge de la force, pourquoi vous êtes parti en mer?
Donc, si Ouais. vous remontez bien sûr que ça vous rappelle au jour du départ. Et moi, je suis parti très, très jeune. Ce que je vous raconte ça parce que c'est pour sortir de ce cliché de l'écrivain qui part s'installer à New York. Je suis parti bien avant de devenir écrivain. Oui. Et ça a été un très, très long voyage que de vivre loin de chez soi, hors de ses frontières. Mais je suis parti à la rencontre des autres, à la rencontre de cultures différentes de la mienne. Et ça impose, si vous voulez, de se mettre dans une... En fait, ça impose de donner beaucoup de souplesse à son esprit. Parce que chaque jour, vous voyez ce que les autres ont et que vous n'avez pas. Et là, quand vous faites ce constat-là, il y a deux possibles. Il y a celui de la jalousie. Moi, je ne connais pas la jalousie. Et moi, ce qui me passionnait, c'était l'envie d'apprendre. Vous voyez, moi, j'ai entendu beaucoup je vais vous prendre un exemple très trivial, mais il a le mérite d'être clair. Combien de fois j'ai entendu des amis français me dire, mais la cuisine française est la meilleure du monde. Ouais. Et je leur réponds toujours avec un petit sourire en leur disant, mais tu as goûté à combien de cuisines du monde? Très bonne question. Et quel est l'intérêt de dire qu'une cuisine est meilleure qu'une autre? Elle est meilleure pour qui? Elle est peut-être meilleure pour toi, français, parce qu'elle te rappelle à tes souvenirs d'enfance, et puis parce que, comme on dit toujours, le couscous de notre mère est le meilleur couscous du monde. Oui. Mais parce que c'est celui de notre mère. Mais c'est le meilleur couscous de notre monde, si vous voyez ce que je veux dire. Chacun son référentiel, quoi. Oui, et plus vous voyagez, enfin, comment vous dire, plus vous ouvrez votre esprit à la culture des autres, plus vous essayez de comprendre au lieu de juger, et plus vous vous enrichissez vous-même de cette culture des autres. Et pourquoi la ville de New York spécialement? Parce que le voyage, on peut... Parce qu'à New York, vous avez, parce que en fait, je vous racontais tout ça pour arriver à New York. Parce que New York, il y a 380 communautés et ethnies qui vivent sur un bout d'île. 380 communautés et ethnies. Wow. Donc, c'est comment vous dire? Et qui cohabitent en plus. Et qui cohabitent. Donc, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que en une journée, moi, il m'arrive de rencontrer, en prenant le métro, en sautant dans un taxi, en étant dans la salle d'attente d'un dentiste, en allant chercher un enfant à l'école, en entrant chez un commerçant, il m'arrive de rencontrer 10 nationalités dans une même journée. Et c'est très inspirant, je pense, parce que le métier d'écrivain aussi, c'est observer, c'est écouter les émotions aussi, les En gestes. fait, c'est, comment vous dire, il y a une très jolie phrase de Nuala O'Fauline qui dit celui qui croit en un Dieu qu'il ne verra jamais et qui refuse de croire en l'homme qu'il côtoie tous les jours se trompe forcément quelque part. Et vous avez des gens qui font des milliers de kilomètres pour aller admirer un paysage. Et moi, ce qui m'a toujours passionné, ce sont les êtres humains. Pas que j'aime pas les paysages, mais observer mes semblables, ça a été assez important pour moi dans la vie. J'imagine. Parce que c'est ce qui me raccroche. Je crois qu'être au milieu des vivants me fait me sentir en vie. Là, je rebondis sur quelques commentaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'interagir sur Facebook. Shifa dit il m'impressionne, j'aime sa philosophie de la vie. C'est à la fois inspirant, réconfortant. Merci pour cette interview. Je découvre mon auteur préféré. Permettez-moi de dire que la réussite est le fruit de la richesse d'expérience, de tolérance, d'honnêteté, de la démarche, comme Marc vient de dire. Très inspirant, j'adore. Imen dit il y a une personne qui pose la question, mais quand est-ce que vous venez en Tunisie? Parce que vous n'êtes jamais venu en Tunisie, malgré le fait que vous êtes français, hein, vous habitez aux États-Unis, mais il y a un lectorat de folie. Vous imaginez votre lectorat ici en Tunisie? Mais je vais vous dire, en fait, c'est parce que on m'a jamais proposé. C'est marrant ça. On On vous l'a a jamais jamais proposé. invité?
Non, non. Par exemple, en Algérie, le Salon du livre d'Alger m'a demandé plein de fois de venir. On n'a pas eu de chance. Il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que il y a eu le Covid. Avant, il y a eu des problèmes en Algérie. Enfin bref. Mais en fait, en Tunisie, ça s'est jamais produit. Mais C'est j'aimerais bizarre. beaucoup. Comment vous dire? J'aimerais énormément. Hein. En nom de lecteur, on va faire en sorte que la communauté fasse une invitation officielle et on verra très très bien. Parce que je Non, pense que mais Marc c'est Lévy, pas. Non, non, mais en fait, je vais vous dire, c'est pas du tout le côté officiel. On s'en fiche complètement. C'est très ennuyeux ce qui est officiel. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est juste un concours de circonstances. C'est vrai que je reçois pas mal de demandes, vous voyez, de libraires, de salons qui me demandent chaque année de venir. Et c'est idiot, mais bon, comment vous dire, j'organise plutôt parmi les demandes, vous voyez, que parmi les non-demandes. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, voilà, si un jour, voilà, un salon du livre oui. en Tunisie, je viendrai avec un grand, grand plaisir. Ça nous fera plaisir de toute façon de vous avoir. Avant de partir sur les autres romans et surtout le roman événement, C'est arrivé la nuit, qui a complètement changé la ligne quelque part éditoriale ou la façon d'écrire de Lévy dans le choix de ses personnages, dans l'installation de l'intrigue et de l'histoire. Moi, je souhaiterais bien connaître quelques habitudes d'écrivain. On est dans votre bureau, vous écrivez. Y a-t-il un moment particulier y a-t-il des habitudes? Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous écrivez? Racontez-nous un petit peu une journée, Marc Lévy. Je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Oui, 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 je pense que Mais, c'est intéressant. une journée, écoutez, la journée, elle commence tôt avec le petit déjeuner des enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ensuite, commence le travail d'écriture. Le travail d'écriture, c'est un travail qui peut prendre parfois jusqu'à 15 heures par jour. 15 heures par jour. Oui, en période d'écriture, ouais, ça peut prendre jusqu'à 15 heures par jour. C'est de l'endurance, ça. Moi, je dirais que c'est de la persévérance. La persévérance. Parce que ça veut pas dire pour autant que pendant 15 heures, vous voyez, vous arrivez à écrire. Mais parfois, pour écrire 3-4 pages, il faut travailler pendant 15 heures. Ça demande beaucoup de persévérance. Et puis, il y a des jours où, en 4-5 heures, vous écrivez 10 pages. C'est le paradoxe de ce métier. C'est marrant parce que vous voyez, sans m'en rendre compte, j'ai souvent fait l'analogie entre mon métier et la mer. Le métier de marin. Oui. Et c'est marrant. Et alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous prenez la mer avec une idée de l'endroit où vous voulez aller, mais le marin sait que ce sont les vents et la mer qui vont décider du voyage et qui feront tout pour le faire dévier de sa route. Et il sait aussi que, aussi important que la destination, ce qui fait le bonheur d'être marin, c'est à chaque fois qu'il est sur le pont et qu'il regarde autour de lui et qu'il se dit « je suis en mer ». Et puis, le marin, quand il pêche, vous voyez, il y a des journées où la pêche est formidable et puis il y a des journées où il n'y a rien au bout de la ligne. Certainement. Et ça ne doit pas remettre en cause l'amour que vous avez de votre métier, même si vous êtes de mauvais poil, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes déçu, ça ne remet pas en cause. Et ben, quand on part en écriture, on prend la mer. Donc, je ne peux pas vous dire… Et parfois, c'est agité. Et parfois, c'est très agité. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la journée d'un écrivain, elle n'a rien de… Je veux dire, elle n'a rien d'extraordinaire. Vous voyez, ce n'est pas comme la journée d'un sportif qui peut vous parler de son entraînement, de l'exploit qu'il a accompli. J'ai l'impression que vous sous-estimez ce métier comme si c'est un métier oisif, quoi. Ah non, 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 je viens de vous dire le contraire.
je viens de vous dire qu'il faut travailler parfois 15 heures pour réussir à écrire 4 pages. Non, non, vous ne trompez pas. S'il y a une chose en écriture qui ne relève pas du hasard, c'est bien le travail. C'est un métier qui demande énormément de travail parce que écrire, c'est écrire, réécrire, réécrire en permanence. Ce que je veux dire, c'est que la journée d'un écrivain n'a rien de spectaculaire. Vous voyez, c'est pas bon. Vous avez des métiers qui sont assez. Alors après, c'est une question de perspective. Il y a un film qui m'avait énormément touché, un film espagnol, parce que qui s'appelait Lucia el Sexio, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est, comment vous dire, totalement amoureuse de l'écriture d'un écrivain, et elle se fait embaucher dans le restaurant où il a l'habitude d'aller déjeuner, et elle va finir par réussir à entrer dans sa vie. Et bon, après le film, ça c'est vraiment le début du film. Et il y avait un passage qui était très touchant parce que, mais ça c'est dans les films, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Mais en fait, elle était tellement passionnée par, comment vous dire, par les personnages de ses romans, que quand il était à sa table de travail, elle venait prendre les feuilles, vous voyez, d'écriture, et c'est comme si tout à coup, au travers de ses yeux, l'écrivain voyait ses personnages prendre vie. Quand je vous dis ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, c'est que la journée de travail d'un écrivain, en fait, ce n'est pas une journée, c'est des très, très, très longues semaines et mois. Parce que vous écrivez un manuscrit, ça vous prend 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et quand le manuscrit est terminé, alors, vous voyez, au bout parfois même d'1 an de travail, le lecteur va s'en emparer et le lire. Et ça n'est qu'à ce moment-là, en fait, que votre travail prend forme et prend vie. Mais il prend vie dans le silence de la lecture. Je vous fais 2 comparaisons. Vous allez tout de suite comprendre, enfin peut-être mieux comprendre ce que j'essaye de dire. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit clair. Si vous êtes musicien, oui. Vous prenez votre instrument, vous jouez devant un public. Donc, si vous avez un morceau en tête, vous pouvez réunir tout de suite, vous voyez, 3, 4, 5 personnes, prenez votre guitare, votre piano et vous dites alors qu'est-ce que tu en penses et vous chantez une chanson. Si vous êtes acteur, vous jouez devant un public. Et c'est pareil, vous pouvez jouer votre scène devant le public. Mais si vous êtes écrivain, si vous êtes peintre, c'est pareil. Vous voyez, il y a un rapport qui est immédiat. Oui. Si vous êtes écrivain, qu'est-ce que vous devez faire? C'est en différé. C'est en différé. Toujours en différé. C'est pour ça que voilà, je vous répondais un peu longuement, je m'en excuse. Non, mais... En fait, la journée d'un écrivain, c'est plutôt que, vous voyez, quelques mois, quelques semaines. Alors, je partage avec quelques mois, je veux dire, pas parfois une année, pas quelques semaines. J'imagine, et on reviendra sur le challenge de l'année. Selima Kenani dit vous écouter me permet de croire encore plus dans mon chemin d'écrivaine. Je viens de terminer le premier jet de mon roman et vos paroles me donnent l'énergie nécessaire pour continuer. Quand on touche enfin à son rêve, il faut l'embrasser et ne plus le quitter. C'est un voyage au fond de notre esprit avec des turbulences sur le chemin qui peuvent nous ralentir, mais l'essentiel est d'arriver au bout de chemin. Ça, c'est Laila Mlik qui le dit. Il y a quelques partages sur les romans préférés, hein. Chacun ses goûts. Il y a des gens qui préfèrent le premier jour, la suite, la première nuit. J'adore aussi les lieux, le thème de l'archéologie. On a une question ici de la part de Semim Qadem, celui qui a partagé avec nous le texte du début. Que je remercie à nouveau. Quel est le roman que vous n'avez pas voulu finir et pour lequel vous pensez probablement à une suite? Je pense que Marc Lévy ne va pas répondre à ça. J'anticipe. Je réfléchis. Hein. Oui, non, oui. je ne vois pas pourquoi je ne répondrai pas. Je vais vous faire la réponse du Normand. Je vais déjà vous dire le roman que j'ai fini et dont je regrette, et je regretterai toujours de ne pas pouvoir écrire une suite, c'est L'étrange voyage de Monsieur Daldry. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y aura pas de suite? Parce que l'histoire se passe dans les années 50 hein, et qu'il y a un moment où vous savez quand une histoire est terminée. Ouais. Et parce que c'est un roman sur la pudeur, vraiment c'est un roman sur la pudeur, et je dirais que le roman se referme au moment où Daldry et Alice se retrouvent et qu'il y a une pudeur à les laisser
voyez, dans leur intimité, à ne pas aller les déranger. Mais c'est un roman, c'est mon meilleur souvenir. Quand on vous pose la question, quel est votre roman que vous préférez, c'est très compliqué de répondre parce qu'il y a plusieurs degrés de perception. Oui. Mais il y en a un, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec toutes ces histoires d'écriture, mais il y en a un qui est important, c'est ce que vous avez ressenti en écrivant le roman. Il y a des romans dont on peut être très content, mais qui vous ont fait énormément souffrir en les écrivant. Vous voyez, quand j'ai écrit Les Enfants de la Liberté, je suis très heureux d'avoir écrit ce roman, mais j'ai tellement souffert en écrivant ce roman, parce que le héros de ce roman, c'est mon père, et écrire des scènes dans lesquelles, des scènes qui sont tirées de la réalité. Vous voyez, quand j'écris les scènes de torture ou les scènes d'emprisonnement et que c'est mon père, vous voyez, ça me déchirait le cœur, vous voyez, de raconter ce que je racontais. Bref, j'imagine. Mais je suis très, très content d'avoir écrit ce roman, et surtout de l'avoir écrit de son vivant. Et il était votre premier lecteur, lui. Oui. Et vous avez des romans qui vous laissent un souvenir de plénitude. Et les deux romans où je me suis vraiment, comment vous dire, régalé tout seul en les écrivant, c'était Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites et L'étrange voyage de Monsieur Dallery. C'était des romans qui coulaient comme ça. Et surtout, je m'étais terriblement attaché au personnage de Dallery, qui pendant le temps de l'écriture a été vraiment mon meilleur ami. Il y a des moments où quand vous êtes en écriture, vous voyez, vous nouez des liens avec les personnages. Non, mais je vais répondre à la jeune femme qui parlait tout à l'heure, qui disait qu'elle venait de terminer son premier manuscrit. D'abord, je voudrais l'en féliciter parce que c'est formidable d'arriver au bout d'un premier manuscrit, même si ça n'est que le début de la relecture. Et qu'il faudra... Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de laisser le reposer pendant un mois et reprenez-le depuis le début dans un mois en le relisant parce que vous allez le relire avec un œil neuf et que quand on reprend la lecture d'un manuscrit qu'on vient de terminer, on n'a pas encore pris il faut prendre un peu de recul et revenir. Donc, il vaut mieux le faire à froid. Il vaut mieux... oui, il y a comment vous dire, il y a une fièvre quand on termine un manuscrit. Il faut le poser. Voilà, il faut aller marcher un peu, se vider la tête et donner le temps de revenir, reprendre ce manuscrit comme un lecteur et pas comme celui qui l'a écrit, avant de redevenir écrivain pour réécrire parce qu'on a besoin de changer des choses. C'est voilà, c'est vraiment important. Je ne sais plus ce que je disais, j'ai été trop long. Non, mais ce n'est pas grave. Là, je rebondis sur quelques questions. Ah oui, pardon, je n'ai pas répondu à la question. Le roman dont j'aimerais faire la suite, c'est toujours la même chose. Tout est lié au personnage. On s'attache. Par exemple, je sais qu'un jour, j'écrirai la suite de la première nuit. Il y a eu le premier jour, il y a eu la première nuit. Et d'ailleurs, j'ai déjà le titre et je sais qu'un jour, je veux écrire absolument... D'abord parce que j'ai envie de retrouver Adrián Equerra et ensuite parce que j'ai adoré écrire ce roman et que je veux continuer cette histoire. Je l'écrirai quand j'aurai trouvé la bonne histoire et la bonne suite. Voilà. Très bien. On terminera avec quelques questions laser tout à l'heure. Bien sûr, on va parler du nouveau roman. Par contre, il y a quelques questions. Est-ce que le rapport avec l'architecture a été quelque part inspirant pour toute votre créativité? Ce monsieur-là, Mouaz Naïja, il est écrivain et il est ingénieur génie civil aussi. Ça a été structurant. Structurant, d'accord. Ça a été structurant et ça a été rassurant. Parce que quand vous êtes architecte, je ne suis pas architecte, je dirigeais un cabinet d'architecture, mais bon, quand vous êtes confronté à des problématiques d'architecture, vous savez que finalement, une maison, un immeuble, un toit, d'abord, c'est un pari totalement improbable qui est celui de marier des éléments dans un ordre établi et que c'est le mariage de ces éléments dans un ordre établi, soumis à un certain nombre de contraintes qui font que tout à coup, vous avez un bâtiment qui tient debout et qui va tenir debout. Mais aussi parce que quand vous aimez l'architecture, vous savez que ce que vous construisez, vous ne le construisez pas pour vous, mais pour les autres. Et que ce que vous allez fabriquer, ce sont des espaces de vie ou de travail. Et donc, vous avez une responsabilité dans votre travail.
Et cette responsabilité, elle va de pair avec l'humilité avec laquelle vous devez faire votre travail. Eh bien, en écriture, je crois qu'il en est de même. Ce qui est important, c'est de regarder ce que l'on écrit et de ne pas se regarder soi-même en train d'écrire. Et c'est un travail artisanal qui demande beaucoup d'humilité, parce que c'est un travail où on met beaucoup de soi-même, mais tout ce qu'on met de soi-même, c'est pour les autres. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un écrivain qui a vendu plus que 50 millions d'exemplaires dans le monde. Vous êtes une star mondiale, traduit en dizaines de langues. Malgré ça, vous avez une humilité remarquable. Et je pense que le plus grand challenge des personnes de renommée ou des personnalités, des personnages publics, c'est l'ego. C'est quoi votre relation avec l'égocentrisme? Quand j'avais 15 ou 16 ans, mon père m'avait emmené au musée de l'Homme et je regardais dans une vitrine un crâne d'homme préhistorique. Et mon père, qui avait beaucoup d'humour, me dit, tu vois, comme tu le constates, le crâne n'est pas extensible. Donc, ce qui est très important, c'est ce que tu vas mettre à l'intérieur dans ta vie. Et là, il me dit, tu peux soit le remplir avec de l'ego, soit le remplir avec de l'humour. Tu fais comme tu veux, mais statistiquement, ceux qui l'ont rempli d'ego, se sont beaucoup ennuyés et ont surtout beaucoup ennuyé les autres. Ceux qui ont rempli avec de l'humour se sont beaucoup amusés et ils ont beaucoup amusé les autres. Mais tu fais comme tu veux. Et j'ai toujours gardé. Et puis après, il est parti comme ça. J'ai regardé mon crâne dans sa vitrine. Et c'était pas to be or not to be, mais enfin, c'était pas loin. L'ego, il faut en avoir juste assez pour exister et surtout pas assez pour que votre ego devienne plus important que ce que vous voulez être ou ce que vous voulez faire. L'ego surdimensionné, c'est un gâchis extraordinaire, je pense. Je pense que c'est souvent d'ailleurs l'expression de ceux qui ont peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres rêves. Alors, bon, à l'âge mûr, je dirais à une certaine... C'est souvent posé la question de ce qu'était la maturité. Je crois que la maturité, c'est le moment de votre vie où vous acceptez de voir qu'il y a un certain nombre de vos rêves que vous n'avez pas réalisés, soit parce que la vie ne vous a pas permis de les réaliser, soit parce que vous n'avez pas fait ce qu'il était nécessaire. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, c'est là que vous influez sur votre chemin de vie. Moi, les gens qui ont beaucoup d'ego m'ont vraiment toujours ennuyé. Mon père avait raison. Donc, et puis après, vous avez fait le parallèle par rapport, je dirais, à mon parcours en tant que romancier. Et alors là, si vous voulez, c'est plus une question de, comment vous dire, de perception de l'ordre des choses. D'abord, je vous l'avais dit quand on a fait une interview il n'y a pas très longtemps, il y a une chose dont je suis absolument convaincu, c'est que le plus grand homme du monde est tout petit dans les mains de l'infirmière qu'il soigne. Oui, si vous voyez ce que je confirme. La deuxième chose, et donc sa supériorité est bien vaine quand il a mal quelque part. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas du tout qu'il y ait un métier plus important que les autres. Nos métiers nous font appartenir à la société dans laquelle on vit. Et chaque métier, c'est un maillon de cette société. Un boulanger, il est aussi important qu'un écrivain ou qu'un chirurgien. Parce que s'il n'y a pas de boulanger, le chirurgien et l'écrivain, ils meurent de faim. Et l'écrivain et le boulanger, tous les matins, quand il fait son pain, il fait un travail admirable. Et ce travail, il va donner énormément de bonheur. De l'enfant qui va manger la pâtisserie, vous voyez, jusque... s'il n'y a pas de maçon, il n'y a pas d'immeuble. Et ainsi de suite. Et le plus grand chirurgien du monde, il n'est pas plus important que toutes les infirmières et tous les aides-soignants qui font fonctionner l'hôpital et grâce auxquels le chirurgien peut opérer. Et je crois vraiment à ça depuis que je suis... ça, c'est peut-être parce que j'ai eu la chance de rentrer à la Croix-Rouge à 18 ans.
mais je crois énormément à ça. J'ai un amour profond des métiers et je trouverais ça très indécent de considérer que mon métier est plus important que celui d'un autre. Et je ne le crois pas une seconde. Je vous le racontais aussi. Et puis après, il faut relativiser. Vous voyez aussi, un jour, on a demandé à l'immense acteur, une vraie star, parce que moi, je ne suis pas du tout une star, à Marcello Mastroianni. On lui a dit, un jour, un journaliste lui dit, mais c'est quand même dur, non, de votre métier. Et Mastroianni lui dit, mais qu'est-ce que vous racontez que c'est dur? Mon métier, je joue. C'est ça, mon métier, je joue. J'ai envie de vous dire, c'est pareil. Vous voyez, j'écris. J'ai énormément de chance. Ouais. On va partir sur C'est arrivé la nuit, un changement complet sur la façon de faire, parce que d'habitude, Marc Lévy, il met en, C'est dur. ouais. Il met en relief deux personnages généralement dans ses romans. Là, c'est le groupe de 9 et vous partez sur un sujet très délicat. Les hackers, mais les hackers Robin des Bois, les pirates Internet Robin des Bois qui sont en train de dénoncer la criminalité, les abus, la corruption et autres. Ça, c'est un sujet extraordinaire et vous avez mené l'enquête pendant 3 ans pour aboutir à une saga, le début de la saga qui est C'est arrivé la nuit. Oui. Mhm. Donc, Donc, j'ai fait une réponse courte, hein, vous avez vu. Hein. oui, très courte là. Oui ou non? Non, non, mais là, c'est intéressant parce que changement de cap, vous étiez dans les romances, etc. Et là, c'est un groupe de 9 personnes. Et vous avez vraiment rencontré dans la vraie vie des personnes qui ressemblent à vos personnages. Oui. Alors, ce n'est pas la première fois, Mhm. mais ça intrigue plus parce que ce sont des hors-la-loi. Et des hors-la-loi qui œuvrent pour le bien, mais des hors-la-loi quand même. C'est surtout c'est un roman sur la liberté, sur la démocratie, sur la corruption politique. C'est un roman sur la société d'aujourd'hui, sur la dérive des réseaux sociaux. Et c'est un roman, effectivement, qui a pour héros ces 9 hommes et femmes qui ont tous dans la vie des métiers, j'allais dire dans le civil. Ekaterina est professeure de droit à la faculté d'Oslo. Matteo, c'est un jeune entrepreneur qui vit à Milan. Cordelia, elle travaille dans une agence informatique à Londres. Diego a un restaurant à Madrid. Mais derrière cette identité civile se cachent 9 hackers qui comptent parmi les plus grands hackers du monde. Et dans la famille des hackers, je dirais, vous avez deux grandes familles qui s'opposent, ce qu'on appelle les Black Hats, hein, qui sont des hackers criminels. Et comme dans toute institution criminelle, ça va vous voyez, du petit voleur au très grand bandit, de celui qui duplique des cartes de crédit à celui qui organise des cases bancaires informatiques extrêmement importants. Donc ça, c'est les Black Hats. Vous avez les White Hats, qui sont en général d'anciens hackers qui ont décidé de vivre dans la légalité et qui vont travailler pour les agences de sécurité informatique. Si vous êtes un white hat, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément du bon côté de la force. Si vous travaillez pour une agence de sécurité qui sert un gouvernement autoritaire, vous êtes dans la légalité, mais vous êtes dans la légalité du bourreau, vous voyez, ou du tortionnaire. Et entre les black hats et les white hats, vous avez ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont quelques-uns, ce qu'on appelle les grey hats. Les grey hats, ce sont des hackers qui sont hors la loi et qui sont recherchés, à ce près que les crimes qu'ils commettent ne sont pas des crimes crapuleux. En fait, ce sont des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui vont hacker des sociétés et des individus pour dénoncer ce que l'on appelle la grande criminalité en col blanc. Les lobbies. Ou les délits de corruption politique ou les grandes atteintes à nos sociétés. Voilà. Et le roman raconte l'histoire de ces 9 personnages et dans le mystère de ce thriller, qui est un peu à la fois James Bondien, si je puis dire, mais en même temps complètement ancré dans la réalité, se pose la question de qui est 9 et pourquoi est-ce qu'on les a réunis. Et il y a un tome 2, donc c'est une saga. Le tome 2 est en cours d'écriture, bientôt finalisé, je pense. Oui.
Est-ce qu'on peut avoir le titre ou c'est encore Oui, le secret? titre, il est imprimé sur la dernière page de la couverture du tome 1. Le D'accord. tome 2 s'appellera Le crépuscule des fauves. Le crépuscule des fauves. Très bien. Donc, ça, c'est la nouveauté Marc Lévy. On va terminer avec quelques questions flash. Vous Votre... voulez que je vous le montre, la couverture? Bah, on souhaiterait bien. Oui, si elle est disponible, ça sera intéressant. Là, on est en direct hein, du bureau de Marc Ah non, non, mais Lévy. ça, je vous montre la couverture de l'actuel, pas du Ah, prochain. Ça, l'actuel, c'est oui, je connais déjà. Hein. Je l'ai en Ah. électronique parce que je n'ai pas encore acheté en papier. J'ai en électronique sur ma liseuse. Mais le deuxième, il est en cours. Donc, il va sortir 2021. Ah bah oui, il faut déjà que les librairies rouvrent en France, donc si Ouais, vous voulez. ouais, j'imagine. Hmm. D'accord, Oui, très oui, il bien. sortira dans le courant du premier trimestre, oui. Très bien. Donc, quelques questions flash. Votre écrivain préféré? Romain Gary. OK. Le livre qui a changé votre vie en tant que lecteur? Il y en a eu beaucoup. Quelques-uns. Non, non, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que un livre, c'est la rencontre d'un lecteur à un moment donné de sa vie et on a plusieurs moments importants. Donc, il y a des livres qui ont marqué des moments de ma vie et qui ont joué des rôles très importants dans ma vie. Ce sont les romans d'un écrivain américain qui s'appelle Kent Aruf qui ont fait que je suis parti très jeune aux États-Unis. Mhm. C'est la lecture par mon prof de français d'un poème de Jacques Prévert qui a fait que tout à coup à l'école, je me suis senti moins seul et, et que surtout j'ai compris la magie des mots. Et bon, c'est un poème de Jacques Prévert. C'est un autre poème de Jacques Prévert qui a éveillé ma conscience sociale. C'est un roman de Victor Hugo qui m'a donné, qui a été un guide dans ma jeunesse et le premier roman qui m'a donné envie d'être. Vous voyez, enfin d'être, oui, qui m'a donné envie d'être. Donc, si vous voulez, des romans, c'est quand je vous parlais de Romain Gary, il y a eu une époque de ma jeunesse où une femme dont j'étais fou amoureux m'avait quitté comme ça sans prévenir. Et j'étais malheureux comme les pierres, mais vraiment mais malheureux, malheureux, vous ne pouvez pas imaginer. Et je suis arrivé comme ça à 11 h du soir chez mon meilleur ami, comme une âme en peine. Et il m'a dit, bon, bah, écoute, tu vas passer la nuit sur mon canapé, je ne vais pas te laisser rentrer chez toi. Et pendant et donc, il m'a laissé sur son canapé. Enfin, on a papoté, puis après, on est allé se coucher. Et moi, j'étais sur ce canapé. Et c'était vraiment, s'il y avait une chose dont j'étais absolument sûr ce soir-là, c'était que je ne voudrais plus jamais aimer. Ça n'en valait pas la peine. C'est-à-dire que si aimer, c'était souffrir autant, c'était pas la peine. Et puis, à 1 h du matin, je regarde, je n'arrivais pas à dormir, je vois la bibliothèque, et sur la bibliothèque, il y a un roman de Romain Gary qui s'appelle Clair de femme. Et je prends le roman et je me mets à lire ce roman. Et à 6 h du matin, je n'avais qu'une envie, c'était d'aimer à nouveau. Mhm. Et ça, c'était la force du roman de Gary qui m'avait en une nuit, euh, non pas soigné, mais en tout cas qui m'avait tellement. Donc des romans, il y en a eu plein, plein. Quand je dis plein, il y en a vraiment beaucoup de romans qui ont joué un rôle très important dans ma vie à un moment donné. La meilleure rencontre littéraire avec un écrivain, c'était qui? Un Ah, c'est une confrère, bonne. une consoeur? Alors ça, c'est une bonne question. Là, vous me piégez comme ça. Je suis en train de me dire si je réponds un tel, avec combien d'autres je me fâche. Euh, mais Non, non, je mais serais. Non, oui. pardon, je passe. D'accord, bon, il ne faut pas fâcher les gens parce que c'est pas aussi évident que ça. Le film qui vous a touché, à part le film que vous avez mentionné déjà, un film bouleversant. Pain et chocolat, Très bien. qui est qui est un film que mon père m'a emmené voir quand j'avais 15 ans. Et en sortant du cinéma, mon père m'a posé une question et cette question a vraiment décidé du cours de ma vie. Donc, pain et chocolat. Très bien. J'imagine qu'il est 58, on n'a plus beaucoup de temps, Oui, donc oui, oui, on va, ça sera on va le. clôturer avec une question et je vous laisse le dernier mot parce que certainement, il y a beaucoup de personnes qui demandent votre visite ici en Tunisie. J'espère qu'elle va se réaliser
Si les J'arrive. choses… oui, En plus, oui. en plus, j'adore la cuisine, alors je peux vous dire que Très bien. De toute façon, on a une très, je très vais bonne pas venir, cuisine. je vais pas venir juste pour une journée, hein. Oui, oui, certainement. Et on a hâte de vous recevoir ici. Donc, je vous laisse le dernier mot. Vous pouvez vous Vous adresser à m'avez tous dit, les vous avez une dernière internautes. question. Ah oui, la dernière question, pardon, c'était en fait les rêves, parce que vous avez parlé de rêves tout à l'heure, les rêves qui ne sont pas encore réalisés, que ce soit sur le plan personnel ou sur le parcours professionnel. Oula, il y en a plein. Et on peut mentionner juste un ou deux. Sur le plan littérature, par exemple. Oui, je dirais que c'est plus un rêve de vie. Euh, je crois que c'est de garder jusqu'à la fin de mes jours euh, comment vous dire, cette priorité surtout à l'envie d'aimer Mhm. avec en même temps l'espoir d'être un peu aimé en retour. D'accord. Mais je crois que c'est ça finalement le moteur aimer, c'est quelque chose quand même qui vous remplit pleinement la vie, quoi. Et c'est la solitude en fait, c'est pas d'être seul, hein. C'est tout à coup de vous retrouver dans une situation où vous pouvez plus aimer ou quand vous n'êtes plus aimé en retour, vous voyez, ou quand vous n'êtes pas aimé en retour. C'est ça, je crois, la vraie solitude. Donc, euh, avec les années qui passent, je dirais que finalement, vous voyez, les derniers, ils sont loin, mais vous voyez, enfin, plus les kilomètres de la vie avancent, plus la préoccupation, c'est de se dire, vous voyez, de ne pas faire le chemin seul. Je comprends parfaitement. Je vous laisse le dernier mot, Marc Lévy. Je tiens à vous remercier énormément pour cette exclusivité, cet honneur que vous m'avez fait de me rejoindre sur un book talk. Merci beaucoup. Les lecteurs tunisiens vous écoutent, donc qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci. Un Merci. immense merci de m'avoir donné une heure de votre temps pour écouter tout ce que j'avais à vous dire. J'espère C'était que très intéressant. j'espère en tout cas que vous n'êtes pas ennuyé. Un grand merci. Et puis prenez soin de vous et j'arrive. Et j'espère vous voir bientôt en Tunisie. C'était un grand honneur. Merci beaucoup. Je vous souhaite Mais non, une c'était bonne un grand journée. plaisir, c'était pas un honneur. C'est un honneur pour moi, de toute façon, de vous avoir Mais dans ce non, book talk. je vous assure, c'était un honneur pour moi. Merci infiniment. Bon, donc j'espère que c'était agréable cette rencontre virtuelle et j'espère qu'elle Absolument. va se concrétiser aussi en rencontre face-to-face. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne journée. Vous étiez en direct avec nous de New York. Bye bye et bon courage et bonne réussite pour le reste Merci du à tous parcours. et à toutes aussi. Bravo, merci. Au revoir.